Bienvenue dans la vidéo de présentation d'Elysium. On va vous apprendre les règles du jeu et évidemment, pour le moment, vous parler du thème. Dans Elysium, vous incarnez un demi-dieu qui veut devenir dieu. Et pour ça, il va recruter des héros, il va participer à des événements, et il va acquérir des objets qui vont lui permettre de raconter une histoire qui le rendra glorieux vis-à-vis des autres dieux et qui lui permettra d'accéder à la victoire. Tout ça, évidemment, étant représenté par des points de victoire, comme dans la plupart des jeux de plateau. Le matériel, d'abord, on va vous parler du matériel qui concerne tous les joueurs. Ici, c'est le temple avec des tuiles de quête, qui sont un élément très important du jeu, dont on vous parlera plus tard. Un petit marqueur de tour qui vous indique que la partie se déroule en 5 tours. Des cartes à acquérir au centre de la table. Il y en a toujours 3 fois le nombre de joueurs plus 1. On joue à 3 joueurs, donc il y en a 10. On peut jouer de 2 à 4. Les règles à 4 joueurs ne changent pas. Les règles à 2 joueurs, on vous en parlera plus tard. Ces cartes sont issues de ce paquet. Dans le paquet, il y a 5 dieux parmi 8, contenant des éléments, des cartes, des pouvoirs qui correspondent à ce dieu. Par exemple, Zeus, il est spécialisé dans les points de victoire, et donc toutes les cartes tournent autour de ce principe. Donc selon la façon dont vous voulez appréhender le jeu, vous choisissez des dieux plutôt que d'autres. Mais en tout cas, il y en a chaque fois 5. Chaque joueur a un plateau de jeu, avec 2 zones abstraites au début, vu qu'elles ne contiennent rien. Le domaine, où vous allez mettre les cartes que vous allez acquérir, et l'Elysium, où vont passer vos cartes quand vous essaierez d'en faire autre chose. Vous verrez quoi. Ça, ce sont les colonnes d'influence qui vont vous permettre d'acquérir les cartes qui sont au centre de la table, de l'or, parce qu'il y a toujours besoin d'or. Les points de victoire, on en a parlé tout à l'heure. Et c'est le jeton de premier joueur, plutôt. Ça, c'est le premier joueur, vu que c'est 1, mais chaque joueur a un chiffre qui correspond au moment où il va jouer dans la partie. Afin de compenser peut-être un petit avantage du premier joueur par rapport aux autres, on a autant de points de victoire que son emplacement au début de la partie. Donc lui, il joue 3e, il a 3 points. Celui qui joue 2e et qui est hors champ, qui n'existe même pas d'ailleurs. Enfin, ça, c'est les secrets de la vidéo. Il aurait en théorie 2 points et moi, je n'ai qu'un point. Moi, j'ai aussi une petite tête de jeu. Lui qui fait son crâneur parce qu'il n'en a pas besoin. Moi, j'en ai besoin. Tout un tas d'autres marqueurs dont on vous parlera plus tard. Et on va pouvoir commencer à expliquer comment fonctionne le jeu. Je vais vous parler maintenant des 2 éléments les plus importants du jeu, les cartes et les quêtes. Je vais vous en montrer une de chaque, évidemment il y en a plusieurs. Il y a 4 quêtes et il y a beaucoup de cartes. 10 disponibles au début de chaque tour, mais donc 50 en tout en théorie, vu qu'on joue 5 tours. Donc la première carte que nous avons sous les yeux, c'est l'atelier, c'est une carte d'Héphaïstos, qui représente des gros bourrins qui sont en train de travailler dans les forges d'Héphaïstos. En haut à gauche, vous pouvez voir un chiffre, le 2, qui indique le niveau de la carte. Il y a 3 niveaux, 1, 2, 3. Ça représente vaguement la puissance de la carte. Ce n'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, c'est, on va dire, sa valeur. En dessous, vous avez, alors déjà la couleur de la carte rappelle le dieu, et ensuite, vous avez un petit logo, là c'est un marteau, qui représente le dieu, afin de reconnaître les cartes des différents dieux quand vous jouez. En haut à droite, vous avez un petit symbole qui là est vert, avec un petit icône pour les personnes qui sont daltoniennes, ou qui sont visual impaired, comme disent les Américains. C'est la condition d'acquisition de la carte. Une fois de plus, ce n'est pas un achat, c'est des restrictions pour l'acquisition de la carte, dont nous parlerons plus tard. Ensuite, au milieu, juste à côté du nom de la carte, il y a le moment à laquelle vous allez pouvoir l'utiliser. Là, il y a une petite lyre, ça représente la phase de légende, de l'écriture des légendes, et donc elle s'utilise à ce moment-là. Et ensuite, c'est le pouvoir, à la fois en icône et en texte. Et donc là, je vois une pièce de requin 1, et en dessous, je lis « Recevez un or, je m'en serais douté ». Donc ça, c'est l'anatomie d'une carte. L'anatomie d'une quête, vous avez d'abord un gros chiffre dans un rond rouge, c'est l'ordre dans lequel vous allez jouer au tour suivant quand vous allez prendre cette quête. C'est l'élément
peut-être pas le plus important, mais c'est très important. Et ensuite, il y a les différents bonus que vous allez gagner quand vous prendrez cette quête. En l'occurrence, vous allez gagner 3 ors, vous allez faire 2 promotions. Alors ça, on verra après comment ça se déroule. Vous voyez que c'est dans une lyre, donc rapport avec la carte d'avant, ça va se passer pendant l'écriture des légendes. Et ensuite, un point de victoire dans sa couronne de laurier. On a fait le tour. Le but du jeu d'Elysium, c'est de gagner le plus grand nombre de points de victoire possible. On détermine ces points de victoire, d'une part, grâce aux jetons qui sont là, et puis il y a des points rajoutés à la fin de la partie. Lors d'un tour d'Elysium, on joue 4 phases. On joue généralement les phases dans l'ordre du tour qu'on a déterminé avec les gros jetons rouges. Quelquefois, les joueurs vont agir un peu en même temps lors des phases d'après, parce que par commodité. Mais normalement, ça doit respecter un ordre très précis. En l'occurrence, la première phase du tour, c'est la phase d'éveil, où on fait un petit peu de ménage. En l'occurrence, s'il y a des cartes qui n'ont pas été achetées au tour d'avant, on les enlève et on en remet 10 nouvelles. Là, on l'a déjà fait pendant la mise en place, donc la phase d'éveil du premier tour est presque optionnelle, on va dire. Mais il faut s'en souvenir pour le tour d'après. Pour la phase d'éveil, pour l'instant, c'est tout. Dans Elysium, sur les 4 phases de jeu, il y en a 2 très importantes. La première, c'est la phase d'action, qu'on va expliquer maintenant, et ensuite, c'est l'écriture des légendes. La dernière phase étant un peu comme la première, une phase de nettoyage, on va dire. Pendant la phase d'action, dans l'ordre de tour, et maintenant je vais arrêter de dire dans l'ordre du tour, parce que de toute façon, c'est toujours dans l'ordre du tour, on va faire 4 tours de table. À chaque tour de table, on va choisir de prendre soit une carte, soit une quête. Sachant qu'à la fin des 4 tours de table, on devra avoir pris 3 cartes et une quête, obligatoirement. Au début, lors de la première fois que vous prenez des cartes ou des quêtes, vous prenez ce que vous voulez. Par exemple, on va dire que moi, je vais prendre l'apprenti qui est ici. Pour avoir le droit de prendre une carte ou une quête, je dois me défausser d'une colonne d'influence. Je me défausse de n'importe quelle colonne, vraiment n'importe laquelle. Le symbole qui est indiqué sur la carte n'a aucune importance. Par exemple, je peux aussi bien retirer la bleue, parce qu'il y a écrit du bleu, mais voilà, pour faire mon malin, je vais retirer la verte. Comme mon tour va revenir, je vais désormais avoir une restriction de prise. C'est-à-dire que je ne pourrai plus prendre de carte ou de quête qui contiendra du vert, vu que j'ai retiré la colonne verte. Par exemple, je ne pourrai plus prendre les apprentis. Quand il y a un rond noir, ça signifie qu'il faut obligatoirement avoir, en l'occurrence là, la verte et une autre de n'importe quelle couleur. C'est-à-dire cette carte-là, je ne peux pas la prendre quand il ne me reste plus qu'une seule colonne. Pour les quêtes, c'est pareil, c'est au-dessus du fronton, on indique la couleur qu'on doit avoir devant soi pour prendre la quête, mais pas obligatoirement celle qu'on va retirer pour l'acquérir. Parce qu'évidemment, quand on prend une quête, on retire aussi une colonne. Ce qui fait que quand on a fait ces 4 tours de table, on n'a plus de colonne devant soi, et on a 3 cartes dans son domaine et une quête. Il y a 2 cas très particuliers. Il peut arriver, parce que vous vous êtes mal débrouillé, ou en faisant exprès même, si vous êtes vicieux, que vous ne puissiez pas prendre de cartes. Vous avez déjà 2 cartes, vous avez déjà une quête, vous devez prendre une carte au centre de la table, et vous n'avez pas la couleur qui convient. Par exemple, vous n'avez plus que la bleue, il n'y a plus que des cartes jaunes. Donc à ce moment-là, vous recevez un citoyen. Un citoyen, c'est le dos de la carte, de la prochaine carte du paquet. Vous ne verrez jamais du tout ce qu'il y a de l'autre côté. Il se met, le citoyen, dans votre domaine, et il représente une sorte de joker à bas niveau, quelque chose de pas très utile, mais bon, il y a certaines combinaisons de cartes et pouvoirs qui peuvent les utiliser. Donc voilà, ça vous permet de les acquérir. Pour les quêtes, c'est un peu plus handicapant. Si vous n'avez pas gardé les colonnes suffisantes pour acquérir une quête, une fois que tout le monde s'est servi, vous retournez une des quêtes qui restent, une ou plusieurs, s'il y a plusieurs joueurs qui se sont trompés, et vous recevez une quête inachevée. Vous jouerez en dernier, et vous n'aurez juste qu'un transfert et une pièce d'or. Donc la phase d'action, c'est ça.
3 cartes, une quête. Évidemment, parce que vous voyez bien qu'il y a des textes sur toutes les cartes, c'est aussi le moment où vous utiliserez vos pouvoirs. Mais ça, on en parlera plus tard. La deuxième phase importante dans Elysium, c'est la phase d'écriture des légendes. Alors tout d'abord, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va rééquilibrer l'ordre du tour par rapport aux quêtes qui ont été prises. J'ai pris la quête qui était la plus à droite, qui avait la valeur la plus haute. Comme on est 3 joueurs, je me retrouve 3e joueur. Et pas 3, parce que comme il en reste une, évidemment, il n'y a que des jetons 1, 2, 3 qui se baladent, bien qu'il y ait des quêtes 1, 2, 3, 4. Bon, vous demanderez à vos potes qui sont bons en maths le pourquoi du comment. Et ce joueur-là, qui a pris la quête numéro 3, devrait être le 2, mais dans la main, je n'ai que le 1, et le joueur 2 n'existant pas, je ne peux pas lui donner. Je lui donne le 1, mais ce n'est pas le bon. Ce n'est pas très grave. Il faut regarder ce que je fais moi. C'est ça qui est important. Une fois qu'on a fait ça, on se rend compte que la quête qu'on a prise, à part donner l'ordre du tour, vous accorde de l'or et des transferts. L'or, c'est simple, vous prenez dans la réserve des pièces d'or, je dois en recevoir 3, j'en prends 5, j'en rends 2. Le point qui est très important, c'est le transfert. Les transferts vont vous permettre de faire passer les cartes qui sont dans votre domaine, dans votre Elysium. Et c'est là que vous allez marquer des points de victoire. Transférer une carte, ça vous coûte un nombre de pièces d'or égal à son niveau. Cette carte-là, si je veux la transférer, il faut que je dispose d'un transfert, parmi ceux que m'a donné la quête, ou grâce à des pouvoirs, on verra ça plus tard, et il faut que je paye 1. Pareil pour la quête qui vaut la carte de niveau 2, qui me coûte 2, si je la passe en dessous. Pourquoi je veux passer des cartes dans l'Elysium? Parce que c'est là que s'écrivent les légendes et c'est là que la gloire va apparaître à la fin de la partie. Pour ce faire, on va faire des associations de cartes. Dans Elysium, il existe 2 types de légendes différentes. Les légendes de famille et les légendes de niveau. Les légendes de famille doivent évidemment appartenir à la même famille et doivent être toutes de niveaux différents. Vu qu'il y a 3 niveaux dans le jeu, une légende de famille complète, c'est une légende qui contient 3 cartes, une de niveau 1, une de niveau 2, une de niveau 3 de la même famille. Une fois qu'on a complété une famille, on a le droit d'acquérir un bonus. En l'occurrence, le premier joueur qui y arrive, c'est 5 points. Le deuxième joueur qui y arriverait pour la même famille, c'est 2 points, sachant qu'il y a des jetons comme ça pour chaque famille du jeu, donc 5. Pour les légendes de niveau, c'est plus compliqué. Déjà, elles doivent être toutes de même niveau, évidemment, et elles doivent toutes appartenir à des familles différentes. Comme il y a 5 familles dans chaque partie, évidemment, une légende de niveau complète est composée de 5 cartes. Il y a aussi un bonus associé à chaque niveau, un bonus de niveau 1, un bonus de niveau 2, un bonus de niveau 3. Mais ce bonus, il se déplace. C'est-à-dire que si moi, j'ai une famille de 2 cartes de niveau 2, je récupère le bonus. Si un autre joueur complète une famille de niveau 2, mais composée de 3 cartes ou plus, il me pique le bonus. Et il n'y a qu'au moment où un joueur aura une famille de niveau 2 de 5 cartes qu'il aura le bonus définitif. Les cartes qui sont dans l'Elysium ne servent plus qu'à récupérer des points de victoire, grâce au petit barème qui est indiqué ici, et dont je parlerai à la fin. C'est comme ça que normalement vous allez remporter le plus grand nombre de points de victoire. Mais il faut savoir que les pouvoirs des cartes ne fonctionnent plus, à quelques exceptions près. Donc ça veut dire que dans votre domaine, les cartes vous rapportent des éléments de jeu, des pouvoirs, et qu'à un moment de la partie, vous devez les passer dans l'Elysium pour marquer des points de victoire, avant la fin des 5 tours que comporte la partie. Et maintenant, évidemment, on va vous parler des pouvoirs. L'élément majeur d'Elysium, toute sa richesse, ce sont les pouvoirs dont dispose chaque carte, et que vous pourrez utiliser, sauf exception, quand elles sont dans votre domaine. Je vous avais dit que celles qui étaient dans l'Elysium, elles ne servaient pratiquement plus à rien.
je ne vais pas vous expliquer chaque pouvoir, vous le découvrirez, ça fait partie du plaisir de découverte du jeu. Par contre, il est important de revenir sur les déclencheurs qui indiquent quand et comment vous pouvez les utiliser. Tout d'abord, il y a les pouvoirs permanents qui, comme leur nom l'indique, s'utilisent de façon permanente au cours de la partie. Elles sont toujours écrites de façon à, s'il se passe quelque chose, il y a telle chose qui se déclenche. Donc, le permanent, c'est permanent, mais au moment où vous en aurez besoin. Ensuite, il y a les pouvoirs instantanés. Ça, c'est très simple. Au moment où vous prenez la carte et que vous l'amenez dans votre domaine, le pouvoir se déclenche. Et il prend effet immédiatement et c'est terminé. Il ne prendra plus jamais effet toute la partie. Encore une fois, il y a des exceptions, mais on va dire que à cause de ce déclencheur-là, il n'est utilisable qu'une fois. Ensuite, il y a les pouvoirs activés. Les pouvoirs activés, une fois que vous avez la carte dans votre domaine, une fois par tour, vous pouvez, à l'instar d'un grand ancêtre qui se reconnaîtra, merci Richard, vous décalez votre carte de 90 degrés, de 45, de 67,5, un petit peu ce que vous voulez, et le pouvoir se déclenche. Donc au maximum, et ça c'est pendant votre phase d'action, donc au maximum vous pourrez l'utiliser 5 fois dans la partie si vous faites l'acquisition de la carte au premier tour, évidemment. Donc une fois par tour, pendant votre phase d'action, vous pourrez utiliser ce pouvoir-là. Ensuite, il y a les pouvoirs déclenchés. C'est un peu pareil, mais pas tout à fait. C'est même plutôt différent en fait. On l'utilise pareil au moment où on veut pendant sa phase d'action, comme un pouvoir activé, mais quand vous prenez la carte, vous recevez un anneau d'activation que vous posez dessus. Il est gros, comme ça on ne peut pas l'oublier. Et une fois que vous avez utilisé le pouvoir, l'anneau est enlevé et le pouvoir est ensuite inutilisable. Donc c'est une sorte de pouvoir instantané, mais que vous déclenchez quand vous voulez. La chose qu'il faut se souvenir, c'est qu'elle ça sert une seule fois dans la partie. Ça, c'est la chose importante. Ensuite, il reste le pouvoir de légende, qui fonctionne pendant votre phase de légende, et qui a un effet évident. Généralement, ça rajoute de l'or, des transferts, des choses dont vous avez besoin, ou qui donnent des bonus au transfert, vu que c'est pendant la phase d'écriture de légende que vous faites les transferts. Et pour finir, il y a les pouvoirs de fin de partie, qui sont symbolisés par un sablier, le temps, le sable. C'est extraordinaire. Et qui fonctionnent, là pour le coup, uniquement pour les cartes qui sont dans votre Elysium à la fin de la partie, et qui rajoutent des points de victoire. Mais ça, on le verra pendant les conditions de victoire. Il reste un dernier type de pouvoir qui est le pouvoir d'Éleusis. Les Éleusis, c'était une sorte de secte cross-dieu de l'époque, et qui donc fonctionne en groupe. Ce sont des pouvoirs toujours activés, donc ils fonctionnent une fois par tour, mais pour les faire fonctionner, il faut au moins avoir un deuxième Éleusis dans votre domaine. Par exemple, là j'ai 2 cartes Éleusis, je peux utiliser les 2. En même temps ou pas, qu'importe, mais ce qui est important, c'est qu'il faut que les 2 ou plus soient dans votre domaine. Si vous n'en avez qu'un seul, le pouvoir ne peut pas fonctionner. C'est tout. Il nous reste à vous parler de la 4e et dernière phase d'un tour d'Elysium. C'est la phase de fin d'époque. Donc là, c'est un petit peu, on fait le ménage. On reprend toutes les quêtes, on les replace dans le temple. On avance le tour d'une case et on reprend tous, chacun, ses colonnes d'influence. On redresse aussi les cartes qui ont été inclinées. Et puis on recommence du début en mettant des nouvelles cartes accessibles aux joueurs après avoir vidé celles qui restaient. Si vous venez de terminer votre 5e tour, c'est la fin de la partie et on doit donc maintenant compter les points de victoire. D'abord, on compte les jetons qu'on a sur son plateau. Là, moi, j'en ai qu'un. J'ai dû très mal jouer. Et ensuite, on s'intéresse à l'Elysium. Dans un premier temps, toutes les cartes qui sont toutes seules sont éliminées et retirées du jeu. Ensuite, on regarde toutes les légendes et on compte les points pour chaque. Les légendes complètes de famille valent 6 points. Si on n'en a que 2,
c'est 3 points. Et puis si on a été un des premiers, un des 2 premiers à réussir une famille de ce type-là, on a soit 5 points, soit 2 points si on a été deuxième. Ensuite, on regarde les familles, les légendes de niveau. Et à ce moment-là, on gagne, selon le nombre qu'on en a, 2, 4, 8, 12 points. Selon un barème que vous découvrirez sur cette petite carte de résumé. Et évidemment, vous pouvez aussi avoir le bonus si vous étiez celui qui avait dans le même niveau la famille la plus grande. Il reste ensuite les pouvoirs indiqués par un sablier et qui vous donnent des pouvoirs supplémentaires. Par exemple, celle-là, elle vous donne un point de victoire de plus par 2 pièces d'or que vous avez sur votre plateau. Là, j'en ai 6, ça me fait 3 points de plus. Vous additionnez ces points-là, les légendes, les points de victoire. Celui qui en a le plus détermine le gagnant. S'il y a égalité, ce qui est très rare, c'est le joueur le plus riche. S'il y a encore égalité, eh bien, les joueurs à égalité font des bisous, et puis, c'est la Grèce antique quand même, et puis bon, ils sont ex aequo. Voilà. Au tout début de la partie, je vous ai parlé des citoyens. Donc vous faisiez l'acquisition quand vous ne pouviez pas prendre de carte normale. Ces citoyens, quand ils sont dans le domaine, ils ne servent à rien. Alors, ils peuvent servir à nourrir, entre guillemets, certains pouvoirs, mais ils peuvent aussi passer dans l'Elysium. Alors quand ils passent dans l'Elysium, ils servent de joker, c'est-à-dire qu'ils se rajoutent dans des légendes. À partir du moment où une légende contient au moins 2 cartes, il peut se rajouter et vous le payez le même prix que la carte qu'il remplace. Donc si c'est une légende de famille, par exemple, là il remplace le 2. Donc vous le payez 2 ors. Dans une légende qui comporterait des cartes de niveau 1, celle-là ça ne va pas parce qu'elles sont de la même famille, mais à ce moment-là, elles coûtent 1. Alors, évidemment, ça vous permet de compléter des légendes plus vite que les adversaires. Le défaut, c'est que chaque carte de citoyen dans votre Elysium à la fin de la partie vous coûte 2 points de victoire. Alors, des fois c'est rentable, des fois c'est pas rentable. À vous de faire le calcul, c'est toute la richesse du jeu. Il y a 2 derniers points très importants. Un dont je ne vous ai pas encore parlé et un dont je vous ai déjà parlé, mais que je tiens à répéter. Un élément très important du jeu, c'est qu'on ne peut pas jamais avoir dans son domaine 2 cartes identiques. Par exemple, je dispose d'accord commercial, je n'ai pas le droit de prendre une carte qui a le même dessin devant moi dans le domaine en même temps. Si celle-là est passée dans l'Elysium avant, je peux en reprendre une, mais jamais 2 en même temps. C'est mauvais, on croise les effluves, c'est pas bon. La deuxième chose dont je veux vous parler, et c'est vraiment très important, c'est que les colonnes que l'on défausse quand on prend des cartes ou des quêtes, ce n'est pas un coût d'achat. Vous n'êtes jamais obligé de retirer la colonne qui correspond à la couleur de la carte que vous avez prise. Vous retirez n'importe quelle couleur. Depuis le début, je vous parle d'une configuration à 3 et 4 joueurs. La configuration à 2 joueurs est à peu près la même, à ceci près qu'il y a 2 quêtes qui sont différentes des 4 qu'on utilise à 3 et 4 joueurs, et elles sont situées à cheval entre 2 couleurs. Ça signifie que pour prendre cette carte-là, vous devez avoir devant vous soit la rouge, soit la bleue, pas les deux. Pareil pour la 2. Sinon, le déroulement du jeu est tout à fait normal. Il y a 7 cartes, vu que c'est 2 x 3 plus 1, ça fait 7. Et la partie dure 5 tours, aucune autre règle ne change. Si vous jouez avec la famille Apollon, la mise en place du jeu est un petit peu différente. En plus des cartes qui seront disponibles pour tous les joueurs, préalablement, vous mettrez aussi 4 cartes dans ce que nous appellerons l'oracle. Parce qu'Apollon permet de voir un petit peu l'avenir. Ces cartes-là seront les premières cartes qui seront rajoutées à l'agora, au centre de la table, lors du tour suivant. Donc ça vous permet d'avoir une sorte de prescience sur ce qui sera disponible au tour suivant. Et évidemment, les cartes Apollon pourront affecter les cartes qui sont dans l'oracle. Si vous jouez avec la famille Arès, il y a une nouvelle case de votre plateau qui entre en jeu. Ce sont les points de prestige. Les points de prestige, c'est la faveur militaire, les batailles, et toutes les cartes, pratiquement toutes les cartes Arès ont trait à cette variable. C'est des points que vous accumulez au fur et à mesure de la partie, tous les joueurs les accumulent. Le joueur qui en aura le plus à la fin de la partie gagnera 16 points, le suivant 8, et ainsi de suite.
Et si vous n'avez aucun point de prestige, vous ne marquerez rien. Donc c'est une troisième valeur à prendre en compte quand vous jouez, en plus des points de victoire et de l'or. Et ça rend donc le jeu encore plus tricky. Terminé. Ah si, il faut faire un bêtisier.